Simone Berthière, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre, Louis XIII et Richelieu, sous-titré La malentente. Alors, chère Simone Berthière, je vais dire une chose toute simple, c'est qu'on ne vous présente plus. Vous avez enseigné la littérature comparée et puis vous êtes consacré, via l'étude des mémorialistes, à l'histoire des mentalités. Vous avez publié alors une vie du cardinal de Retz et puis ensuite un grand nombre de livres autour des reines de France. Et alors, ces livres vous ont valu un très très grand succès. Ensuite, vous avez publié un livre autour de Mazarin, Dumas, et puis Condé. Et le procès Fouquet, qui était votre dernier ouvrage. Et puis, cette fois-ci, après avoir posé tout ça, et après avoir réfléchi un petit peu à votre prochain sujet, vous arrivez avec Louis XIII et Richelieu, qui est une somme de documentation considérable. Et on s'aperçoit bien que ça a dû être un très très gros travail. Oui, mais j'avais un acquis. Je baigne dans le XVIIe siècle depuis 40, 50 ans. Donc, si vous voulez, j'ai des bases. Alors, quelques mots d'abord de présentation pour nos plus jeunes internautes, nos plus jeunes auditeurs. Louis XIII, Richelieu, qui sont-ils? On a un roi, Louis XIII, qui est-il? Louis XIII prend le pouvoir très jeune et il commence par expulser sa mère. Il ne sait pas gouverner, bien entendu, mais il y a un serviteur de sa mère qui s'appelle Richelieu et qui donne en politique des conseils extraordinaires. Quelle époque, là? XVIIe siècle, premier tiers du siècle. Oui. Il va devenir roi à quel moment? Louis XIII, il devient roi en 1610 au lendemain de l'assassinat d'Henri IV, mais sa mère, Rhénacles, a lui laissé le pouvoir au moment de sa majorité. Donc, il se débarrasse du ministre de sa mère en le faisant assassiner et il s'impose. Il a 15 ans et demi. C'est très jeune pour très jeune. Décider d'un tel acte. C'est très jeune et ça crée un précédent sur la manière dont il traite éventuellement les premiers ministres. Richelieu s'en souviendra. Richelieu est un homme de la reine-mère, mais le seul moyen d'accéder au pouvoir dont il rêve, c'est évidemment de servir le jeune roi. Alors, qui est Richelieu de son côté? Alors, Richelieu, c'est le fils de quelqu'un, d'un noble de province qui s'était hissé à une assez haute fortune pendant les guerres de religion, mais qui était mort trop tôt et la famille était descendue à zéro. Et le but de Richelieu, c'est au contraire de reconquérir le terrain perdu. Alors, on dira notamment qu'à la fin de sa vie, Richelieu redeviendra immensément riche. Ah, immensément riche, il est immensément... Peut-être même à l'égal du roi. J'en sais rien, mais enfin, sa fortune est considérable. Oui, la question n'a pas de sens, mais parce que la fortune du roi ne peut pas se mesurer, si vous voulez. Mais Richelieu est richissime, mais surtout, il détient le pouvoir, et c'est lui qui gouverne la France pendant tout le règne de Louis XIII. Sur ordre, c'est-à-dire que Louis XIII indique ses volontés, et il en a de très énergiques, mais il est incapable de les mettre en œuvre. Il dit « je veux », mais il ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est Richelieu qui se charge de mettre en acte les volontés de Louis XIII et il devient indispensable. Alors au début, ça démarre pas très très bien. Ça démarre pas très très bien parce que Louis XIII n'a aucune confiance dans cet ambitieux qui trahit la reine-mère pour passer à son service à lui, n'est-ce pas? On ne sait jamais, il peut toujours trahir. Et Richelieu a peur, d'autre part, Richelieu a peur des crises d'humeur de Louis XIII qui peut, sur un coup de tête, le renvoyer immédiatement et éventuellement le mettre en prison, voire le faire exécuter. Oui, il a une personnalité pas très facile. Louis XIII est malade. D'abord, il est bègue et ça le gêne beaucoup pour commander. Et ensuite, il est atteint d'une entérocolite chronique dès l'âge de 25 ans. Donc, il est une sorte de valétudinaire avant la lettre et il voit les gens autour de lui faire des pronostics sur la succession. C'est désagréable. Sans compter qu'il n'aura pas d'enfant avant un certain temps. C'est-à-dire que
jusqu'à la naissance du petit Louis XIV, on va attendre. Eh bien, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui attend, c'est son frère, c'est-à-dire Gaston d'Orléans, qui est tout le contraire de lui, qui est aussi gai, aussi bon vivant qu'il est sombre et susceptible. Et il y a énormément d'agitation et de complots qui sont liés justement aux perspectives d'avenir. Quand est-ce que Louis XIII va se décider à mourir, Alors, finalement? beaucoup d'aspects dans votre livre, Simone Berthière. Je vais en prendre que deux, simplement. Les aspects de politique intérieure, notamment, évidemment, ce qui est très connu Oui, pour Richelieu, non, le je siège non. de La Rochelle. Mais on va revenir là-dessus dans un instant. C'est la première chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est le très grand nombre de personnages et même de révoltes ou de personnages qui souhaitent à un moment ou à un autre en découdre avec Louis XIII ou avec Richelieu, qui se font prendre la main dans le sac. Ça se termine pas très bien pour eux et on a l'impression quand même d'un complot permanent. Mais bien sûr, c'est que Louis XIII et Richelieu entreprennent dans le royaume des bouleversements qui flanquent par terre toutes les habitudes, notamment d'une noblesse et d'une bourgeoisie à peine sorties de la mentalité féodale. Alors, Louis XIII veut que tout le monde obéisse et il se croit d'ailleurs qualifié par Dieu pour faire régner l'ordre sur la terre. Richelieu aussi, ils y croient tous les deux. Ce sont des intégristes à leur manière. Mais alors, Donc, quel type de réforme entreprennent-ils? écoutez, il s'agit de centraliser, de supprimer les échelons intermédiaires, de supprimer les parlements, enfin de limiter le pouvoir des parlements, des gouverneurs de province et de s'arranger pour que toutes les décisions fussent prises en haut et descendent vers le bas. Et Richelieu est d'accord avec ça? Totalement. Ils sont aussi impérieux l'un que l'autre, aussi autoritaires l'un que l'autre, et ils ne supportent pas la contradiction et la résistance. Donc ils se mettent tout le monde à dos. Alors étonnez-vous qu'il y ait des complots. Naturellement, on ne rêve que on ne peut pas se débarrasser de Louis XIII, c'est le roi. Hein. Bon. Et d'ailleurs, il joue quand même la bonté. Enfin, il essaye de mettre les mesures désagréables sur le dos de Richelieu. Mais un certain nombre de ses courtisans ou de ses princes essayent de se débarrasser de Richelieu, qui l'échappe de belle à plusieurs reprises. Naturellement, c'est Richelieu qui porte le chapeau et qu'on on le rend responsable de toutes les mesures très brutales, en particulier les procès suivis d'exécutions capitales. On décapite pas mal de nobles au temps de Louis XIII. C'est Richelieu qui est responsable et donc on cherche à l'assassiner. Et tous les complots qu'on écrase avec violence suscitent des martyrs et de nouvelles vocations de complotistes. Donc jusqu'au bout, la France est secouée par la résistance de l'ensemble de la population aux mesures imposées par Richelieu. Alors on a connu, c'est à peu près la fin des guerres de religion, mais enfin il y a encore des îlots de résistance. Et là je pense évidemment au siège de La Rochelle, parce qu'il y a encore un certain nombre de protestants en France qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la politique qui est mise en place. C'est-à-dire, les protestants, il y en a encore beaucoup, et l'édit de Nantes leur a laissé non seulement la liberté de culte, mais elle leur a laissé la disposition de ce qu'on appelle un certain nombre de places de sûreté, soi-disant pour les protéger contre d'éventuelles agressions catholiques. Et du coup, ils sont maîtres finalement d'un certain nombre d'espaces où le pouvoir du roi est inefficace. En quoi les protestants gênent-ils le pouvoir royal? Ils gênent le pouvoir royal d'abord pour des raisons de principe. Parce que ce sont des commerçants, ils sont riches, Non. ils apportent beaucoup de leur savoir-faire à notre pays. C'est pas Ça, suffisant? tout ça n'entre pas en ligne de compte. Le problème, c'est un problème théorique. Ils sont très sectaires et nous sommes en pleine... Les catholiques aussi le Oui, sont à mais ce juste, moment-là, mais non, quand non, même. je parle des catholiques. Les catholiques sont extrêmement sectaires et ils pensent que les protestants sont voués
voués à l'enfer et qu'il faut les sauver malgré eux. Et il pense que la présence de deux religions dans le même royaume est une absurdité. La France est le seul pays où coexistent deux confessions rivales. Et d'autre part, les protestants n'obéissent pas, c'est-à-dire que dans les villes qu'ils occupent, ils créent un type de pouvoir imité de Genève, c'est-à-dire une sorte de théocratie fondée sur les pasteurs. Donc, c'est pas du tout l'obéissance, le service du roi qui prime à leurs yeux. On peut dire qu'à la fin du règne de Louis XIII, les protestants, en grande partie, auront rabattu de leur superbe, puisque après, ensuite, avec Louis XIV, on revient sur l'édit de Nantes. Oui, et ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui arrive, c'est que Louis XIII leur fait la guerre, et soutenu par Richelieu d'ailleurs, et il leur ôte leur appareil militaire. Ils n'ont plus le droit d'avoir une administration propre, des armées propres, etc. Mais il leur laisse la liberté de conscience par l'édit d'Alès. Et il y a pas mal de mesures de tolérance relative. Simplement, pourquoi? Parce que à ce moment-là, la France entre en guerre dans les affaires d'Allemagne, et l'Allemagne, elle, est divisée entre catholiques et protestants. Et la France s'appuie sur les protestants en politique internationale. Mais sans armes, que peut-on faire contre un pouvoir catholique? Oui, mais vous parlez de nos protestants, oui. Mais ils s'en accommodent. Ils s'en accommodent. Ce qui leur est laissé comme espace leur paraît très suffisant. Bon, ils se sont battus à La Rochelle, ils ont été vaincus, ils ont été massacrés dans certaines villes, mais après, quand Richelieu propose de leur laisser la liberté de conscience et certaines formes de liberté, ils poussent un grand soupir et ils n'ont qu'un souci, c'est de se faire oublier, et ils sont très satisfaits. Alors, sur le plan, on termine, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire autour de votre livre, Simone Bertière. Le bilan de cette malentente, quel est-il? Parce qu'à la fin de leur vie, et à la fin du règne de Louis XIII, et puis en même temps, quand Richelieu va s'éteindre, on peut dire que les hommes ne peuvent plus se voir. Ils se détestent, mais ils sont associés dans certains choix politiques qui conduisent justement vers la monarchie absolue. Et donc, Richelieu tient absolument à sauver ce qu'il considère comme son œuvre, c'est-à-dire l'instauration d'un certain ordre dont nous sommes d'ailleurs les héritiers. Vous savez, si on n'arrive pas à décentraliser en ce moment, c'est parce que la République est conçue sur le même modèle, c'est-à-dire que toutes les décisions se prennent d'en haut et que les instances intermédiaires... Tout ça a été commencé en 1610, oui, finalement. Non, 1630. 1630, si vous voulez. Bon, Richelieu tenait beaucoup à faire prévaloir cela. Et il y arrive, c'est-à-dire qu'il arrive à imposer comme successeur Anne Mazarin auprès d'Anne d'Autriche qui sera régente. Donc, il a gagné la partie. Mais pour finir, il faut se dire que les choses auraient pu tourner autrement et que si les adversaires de Richelieu, qui pensaient qu'au lieu de faire la guerre contre l'Espagne, on aurait mieux fait de s'occuper de la prospérité du pays et de l'enrichir, eh bien peut-être que ça aurait sûrement épargné au pays des souffrances considérables, et peut-être le résultat aurait été aussi bon. La France aurait peut-être aussi été maîtresse de l'Europe à la mort de Louis XIII, enfin à la prise de pouvoir par Louis XIV. Oui, mais vous le savez mieux que tout autre. On ne refait pas l'histoire, Simone Bertière. Mais oui, hélas. On peut toujours y songer, mais ça n'est pas possible. Alors, voilà, un livre qui permet à la fois, en comprenant le passé, de mieux comprendre ce que nous vivons. Un livre vraiment formidable qui a, encore une fois, je le disais tout à l'heure, demandé un très, très gros travail. Louis XIII et Richelieu, La Malentente, un livre d'histoire formidable. Et, je peux vous dire un mot? Oui, il m'a demandé beaucoup de travail, mais il m'a procuré beaucoup de plaisir. Ah bon. Et sans quoi je l'aurais pas fait. On les aime, ces deux hommes-là? Parce que ils ne sont pas très sympathiques. Ils ne sont pas sympathiques, mais ils sont intéressants, ils sont fascinants. Et ça vaut la peine quand même d'essayer de se plonger dans leur tête et de savoir ce qu'ils mijotaient tous les deux. Simone Bertière, merci infiniment. Je rappelle que ce livre est publié aux éditions de Fallois. Merci. Merci à vous.